Nous allons apprendre comment réinventer les lieux de vie des aînés, EHPAD, résidence-service senior, domicile, par le design, avec Florence Mathieu, qui est la fondatrice d'AINA. Bonjour Florence. Bonjour Frédéric. Peut-être vous présenter votre parcours si vous le souhaitez, puis présenter AINA. Je prononce bien, j'imagine, j'espère. Oui, parfait, parfaitement. D'ailleurs, Aïna, en un mot, qu'est-ce que ça veut dire? Aïna, déjà, ça se rapproche du mot les aînés, que j'aime Ouais. bien pour parler des personnes âgées. Et ça veut dire la vie en malgache. Donc, nous, notre objectif au sein d'Aïna, c'est de faciliter la vie quotidienne de nos aînés et de rajouter de la vie à leurs années. Alors, mon parcours, moi, je suis ingénieure, j'ai fait l'école des ponts et chaussées. Et je me suis spécialisée en innovation centrée utilisateur au sein de la D-School Paris. Et j'ai travaillé dans ce cadre-là pendant un an avec le groupe Saint-Gobain et La Paire sur la salle de bain pour les personnes âgées. Et c'est ce qui m'a fait rentrer dans le sujet où, à travers ce projet-là, j'ai à la fois rencontré énormément de personnes âgées. Je me suis aperçue qu'il y avait un vrai besoin de développer des solutions innovantes pour améliorer leur vie quotidienne. Et puis, j'ai aussi découvert une méthodologie d'innovation qu'on appelle le design thinking ou le design centré utilisateur, qui m'a apparu comme vraiment pertinente pour traiter toutes les questions liées aux seniors. Et donc, après cette expérience, j'ai continué de travailler pendant 3 ans au sein de la D-School au développement de projets d'innovation autour des personnes âgées, jusqu'à créer AINA, avec l'objectif effectivement de réinventer les lieux de vie de nos aînés en utilisant les approches de design centré utilisateur. Alors, je l'ai un petit peu dit, mais peut-être pour cadrer le sujet, quand on parle de lieu de vie, vous voulez vous parlez de quel lieu de vie? Alors volontairement, on utilise le terme lieu de vie parce qu'effectivement, notre approche, elle se veut centrée utilisateur. Et donc, un utilisateur qui est une personne âgée, effectivement, va s'intéresser à son lieu de vie, qui peut être son domicile, une résidence senior, un EHPAD. Et pourquoi on parle du terme lieu de vie? C'est que pour nous, en fait, le point clé, c'est la vie. C'est qu'est-ce qui se passe dedans. Et tout notre enjeu au sein d'AINA, c'est d'aller explorer il y a des méthodologies d'innovation, de se dire comment, en partant du besoin usager, peu importe le lieu dans lequel il habite, on va pouvoir recréer un espace dans lequel il se sent bien. Et un espace, ça passe à la fois par des solutions hyper concrètes qui sont liées au mobilier, ça passe par l'architecture de l'espace, et ça se passe aussi par la façon dont on l'organise et comment cet espace vit. Et les approches de design centré utilisateur peuvent être aussi utilisées pour penser comment on va repenser l'accueil d'une personne âgée dans un EHPAD, par exemple, ou la façon dont on va organiser les repas. Donc effectivement, ça s'applique à toute typologie de lieu de vie pour nos aînés. Pour être complet sur AINA, comment est-ce que vous intervenez? Vous intervenez en tant que conseil, en tant que projet? Comment est-ce qu'une entreprise, une administration, un EHPAD peut faire appel à AINA, vous? au Oui. sein Au sein d'AINA, on a trois typologies d'activités. Une première activité qui est produit, c'est qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il manque de solutions, notamment de mobilier, qui soient bien pensées pour faciliter le quotidien des personnes âgées. Et donc, on développe des gammes de produits innovants et esthétiques pour faciliter l'aménagement des personnes à domicile. Donc, je pourrais vous donner un exemple concret d'un produit qu'on a développé là-dessus. Donc ça, c'est une partie de notre activité. Et puis une autre partie de notre activité où on intervient en accompagnant des établissements. Ça dépend de leur stade. Ça peut être très tôt quand ils sont en phase de pré-programmation et qui sont en train de penser une restructuration d'un établissement. Ou au contraire, ça peut être un peu plus tard, un établissement qui existe déjà mais qui identifie une problématique. Par exemple, on a travaillé un établissement qui s'est dit, nous, on a une problématique autour des repères. On a des résidents qui perdent tous leurs repères en arrivant en établissement, comment est-ce qu'on peut essayer de repenser cette problématique? Et là, c'est finalement une approche assez 360. L'impact, il est spatial, mais il est aussi organisationnel. Et donc là, c'est vraiment sous forme d'accompagnement sur des projets concrets. Et puis le troisième axe, c'est un axe formation parce qu'en fait, on pense que cette transformation des établissements, elle va passer aussi elle peut passer par un changement des méthodes, de certaines méthodes de travail, de gestion de projet, et on forme des acteurs qui peuvent être des acteurs établissements, ça peut être des acteurs de services à domicile,
Voilà, on essaye de leur inculquer des méthodes de travail et des méthodes de gestion de projet qui se basent sur les outils du design et des approches centrées utilisateurs. Moi, j'avais découvert l'intérêt du design thinking avec vous, en fait, quelque part, lorsque j'avais vu que vous travailliez avec Saint-Gobain, notamment sur la salle de bain, à l'époque. Oui. Il y a eu un intérêt, il y a eu beaucoup de promo, il y a eu beaucoup de publicité, beaucoup de communication sur ce sujet en question. C'est un petit peu là que j'ai découvert. Est-ce qu'on peut décrire ce que c'est que le design thinking? Et après, je vous poserai la question, mais sans le design thinking, comment on faisait? Ouais. Donc, le design thinking, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est un terme qui est un peu barbare. Alors, moi, petit à petit, je commence parfois à l'utiliser un peu différemment, par les design centrés utilisateurs ou d'expérience centrée utilisateur, parce que ça peut être un terme qui est un peu compliqué dans le milieu médico-social. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça vient du terme en anglais to design. En anglais, to design, ça veut dire concevoir. Et le terme design thinking, c'est un nom qui a été mis sur une méthodologie de conception où on s'est dit, à chaque fois qu'il faut explorer pour développer de nouveaux projets, est-ce qu'on pourra avoir une méthodologie qui va faire en sorte que, étape par étape, on arrive à quelque chose qui est pertinent. Et donc, cette méthodologie, on va dire, à la fois, c'est une culture. C'est la culture la culture de mettre l'usager au centre de ses pensées. Et au-delà de cette culture, ça se traduit par une méthode avec des étapes. Ces étapes, la première, c'est de se dire, quand on va traiter un nouveau sujet, un nouveau projet, finalement, une nouvelle problématique, tout l'enjeu, c'est déjà de bien comprendre le besoin usager. Donc, la première grande phase, qu'on va appeler empathie, vise à essayer de se mettre à la place des usagers d'une problématique et à travers de voir le problème en se mettant à leur place et d'arriver à reformuler en fonction de ça quelle est la vraie problématique. Parce que ça, c'est souvent l'enjeu quand on traite un projet, en fait. On traite parfois pas la bonne question. Et donc, toute la première phase du design thinking vise à voir le problème d'un point de vue des usagers et de reformuler la question. Puis une fois qu'on a une question qui est déjà bien reformulée, en général, c'est beaucoup plus simple de la traiter. La deuxième phase va être de se dire, face à cette nouvelle question, comment est-ce qu'on imagine plein de solutions différentes? Et donc là, ça va faire appel à différents outils de créativité pour imaginer des solutions différentes. Et puis une fois qu'on a sélectionné plusieurs idées, la phase d'après, on va faire ce qu'on appelle des prototypes rapides. Ça va être de se dire, c'est pareil, comment est-ce qu'on peut, les idées qu'on a eues, on peut les tester très rapidement auprès d'usagers pour valider leur pertinence. Et donc, cette approche est une approche qui est extrêmement itérative et qui se veut très, très proche des utilisateurs. Donc, je pourrais donner un exemple hyper concret. Par exemple, si je donne l'exemple sur notre premier produit qu'on a créé au sein d'Aina, qui s'intéresse au chevet des personnes âgées, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait énormément de problématiques pour les personnes âgées la nuit. Des personnes qui se lèvent souvent, qui, quand elles se lèvent, la lumière n'est pas adaptée. Une personne qui est alitée dans un lit médicalisé où elle n'a plus rien à portée de main, elle devient dépendante d'une tierce personne. Là, la première phase qu'on a faite, ça a été d'aller rencontrer plein de personnes âgées en EHPAD, à domicile, de les voir dans leur lit, de leur demander de nous montrer comment elles arrivent à allumer la lumière, où elles rangent leurs affaires, quelles sont leurs difficultés. Et à travers ça, on arrivait à comprendre qu'il y avait finalement 3 grands types de problématiques. Très souvent, les interrupteurs sont inaccessibles. Alors, ça paraît assez bête, en fait, mais un interrupteur qui est inaccessible, c'est une personne qui va devenir dépendante d'une tierce personne pour seulement allumer sa lumière. On s'est aperçu que les lumières n'étaient pas adaptées. Une personne qui se lève 5-6 fois par nuit, elle a besoin d'une lumière qui soit adaptée à des réveils nocturnes et qui ne perturbe pas tout le cycle de son sommeil. Et puis, l'autre élément qu'on s'est aperçu, c'est qu'effectivement, il y avait une problématique de rangement. Une personne qui est sur un lit médicalisé, ça la projette en avant. Et si les rangements, la table de nuit est à l'arrière, elle n'arrive pas à avoir accès à ses affaires. Et donc, toute cette étude terrain empathique, on s'est mis dans le lit d'une personne âgée, on a essayé de reproduire des situations. Ça nous a permis de reformuler une problématique en disant comment on pourrait repenser un chevet qui intègre tous les éléments dont une personne a besoin à proximité, avec des éclairages adaptés à chaque élément que la personne peut faire. Donc ça, c'était la reformulation. À partir de là, on a eu plein d'idées différentes. On a testé des prototypes hyper rapides en carton qui ne ressemblaient pas à grand-chose, en bois, qu'on allait tester auprès de personnes. Et puis, on a eu plein de retours. Ah, mais non, mais votre truc, c'est pas du tout stable. Ah, mais en fait, cet interrupteur, je le vois toujours pas.
Et moi, j'ai des problèmes d'arthrose et en fait, ben, j'arrive pas bien à déclencher la lumière. Et puis, regardez, en fait, quand je lis, moi, j'ai besoin d'une lampe qui s'oriente. J'ai pas juste besoin d'avoir une lumière à côté de moi. Et vraiment, avec une approche très itérative, c'est comme ça qu'on est arrivé à développer notre premier produit qui s'appelle Lumaina, qui est un chevet lampe qui intègre tous les éléments dont une personne âgée peut avoir besoin à proximité. Quand elle se lève la nuit, ça va déclencher un chemin lumineux qui sécurise ses levées nocturnes. Quand elle veut lire, elle a une lampe qui s'oriente. Quand elle veut poser ses lunettes, eh ben, elle peut les poser sans risque que ça tombe. Elle peut charger son téléphone pour rester connectée avec ses proches. Et puis, ben, tout ça dans une esthétique qui se veut non stigmatisante. Et l'objectif, c'est qu'effectivement, ça puisse être un produit qui fonctionne aussi bien en établissement qu'à domicile. Aujourd'hui, parfois, c'est un produit qui est même demandé par des enfants, où on nous dit, ah bah tiens, finalement, pour des enfants, ou même pour moi qui ne suis pas du tout senior, c'est hyper pratique et ça me conviendrait bien. Donc voici un petit peu, de façon hyper rapide, les différentes étapes par lesquelles on passe quand on fait un projet de design thinking. Si je voulais vous provoquer un peu, je dirais mais que tout le monde fait ça. Tout le monde est censé écouter son client avant de faire un produit, enfin, est censé d'écouter ce client et est censé de créer un produit avec le client. Ben oui, tout à fait. Alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose on le dit souvent, mais sauf que la réalité, elle est très souvent différente pour plein de raisons. Pour plein de raisons. Parfois, on va évoquer une question de temps. Et moi, très souvent, je rencontre des entrepreneurs qui se disent, mais en fait, j'ai eu une idée, puis là, il faut aller vite, il faut vite la commercialiser. On se dit, mais c'est quoi les situations d'usage? Est-ce que vous avez vraiment rencontré des personnes âgées de différents niveaux d'autonomie, de dépendance? Parfois, il y a une question de temps qui est un frein. Parfois, il y a une question organisationnelle. Quand on parle d'un projet, par exemple, de rénovation, de construction, il y a énormément d'acteurs avec des process qui sont hyper compliqués, des bureaux d'études, des architectes d'intérieur. Et parfois, en fait, dans cette succession d'organisations qui se créent, eh ben, on en oublie de se dire, ben, en fait, arrêtons nos questions. En fait, très souvent, on voit le problème du coup d'un point de vue technique et faisabilité. Est-ce que c'est faisable d'intégrer, de faire des couloirs de cette façon-là? Est-ce que c'est faisable de créer une banque d'accueil comme ça? Mais en fait, on en oublie parce qu'il y a une succession d'organisations, une succession de personnes de repartir du besoin. Et puis, le troisième élément, c'est que repartir du besoin quand on parle des personnes âgées, c'est pas toujours juste poser la question. Quand on parle, par exemple, de personnes qui sont atteintes de troubles cognitifs, et ben on ne peut pas directement leur poser la question. Elles ne vont pas pouvoir toujours répondre. Et donc là, il va falloir utiliser d'autres outils. C'est là où l'approche design thinking met des noms sur des outils. De dire il faut utiliser des outils d'observation. Donc oui, observer, regarder, par exemple, quand on a travaillé sur les repères, on est allé regarder, suivre des personnes avec des troubles cognitifs qui se déplacent, regarder où est-ce que leur regard se porte, pourquoi à un moment ils se trompent et ils n'arrivent pas à trouver l'ascenseur et puis ils partent du côté opposé, et d'observer ces situations. Donc effectivement, ça met aussi un nom et des outils très précis qui permettent de pallier à certaines difficultés, de juste poser la question. Pour qu'on se rende compte, pour ceux qui nous écoutent et qui l'écoutent, qui se rendent compte, on met combien de temps pour mener un projet à bien avec le design thinking? Alors, ça va dépendre des projets, des produits, etc. Mais par exemple, le premier exemple que vous m'avez cité, on met combien de temps? Si tout va bien, on met combien de temps? C'est vrai que c'est une question qui est assez compliquée, effectivement, sur le premier produit, où là, on allait vraiment jusqu'à un produit industrialisable. On a passé à peu près voilà, 1 an et demi, 2 ans sur le développement de ce produit. Mais en fait, derrière le design thinking, c'est un état d'esprit. En fait, dans cet état d'esprit, c'est aussi, en fait, une méthodologie où on va se dire, très souvent, on va dire, on alterne des phases de divergence et de convergence. On a une problématique, on va essayer de se poser toute la question, c'est quoi tous les problèmes qui sont dessus? Puis après, on va essayer de converger et de redéfinir le problème de façon plus précise. Une fois qu'on a défini le problème de façon plus précise, on va chercher plein d'idées différentes et on va converger. Et cette mécanique, en fait, et ben effectivement, quand on n'a pas forcément aussi
l'habitude de projets d'exploration. Il y a des acteurs qui ont l'habitude de faire que des projets d'exploitation. Ils n'ont pas l'habitude de faire ce qu'on appelle de l'exploration. C'est une mécanique qu'on n'a pas toujours. Et pourtant, en fait, cette mécanique, elle peut être utilisée pour tout type de projet. Donc, effectivement, là, sur le développement d'un produit industriel sur lequel, à la fin, il y a des investissements, ça nous a pris entre 1 an et demi et 2 ans. Et ça peut être utilisé sur des problématiques beaucoup plus simples. Je donne souvent cet exemple-là. Repenser le circuit des petits déjeuners en établissement. Eh bien, ça peut être un sujet qui est traité rapidement. On va dire qu'on se donne peut-être 15 jours pour le traiter, c'est même pas 15 jours à temps plein, mais on va utiliser la même approche. Avant de foncer directement dans une solution en disant tiens, moi j'ai l'idée pour repenser le petit déjeuner, il faut un couloir qui va être, on alterne un couloir sur deux qui est desservi en premier tous les 2 jours, et ben se dire non, on se repose la question. C'est quoi le besoin usagé? Est-ce que en fait tous les résidents ils ont la même attente? Est-ce que les résidents ils préfèrent qu'on leur serve leur petit déjeuner tous les jours tout le temps le même jour, peu importe l'heure, ou au contraire ils préfèrent que ça soit au plus tôt? Donc on peut faire cette approche de re-questionner, reformuler la problématique, se dire tiens on cherche 2 solutions, 3 solutions différentes. Et en fait, face à un même problème qu'on a resitué, peut-être qu'il y a une solution qui va reposer sur il faut acheter 2 chariots de petit déjeuner. Peut-être qu'il y a une autre solution qui va reposer sur le fait de dire en fait, les plus autonomes, ils vont aller dans une salle dédiée tout seul et puis on va s'occuper des plus dépendants. On peut imaginer plein de solutions et puis de se dire mais avec bien en tête chacune des étapes, c'est parti, on teste. On se donne 1 semaine pour tester ça. On demande aux personnes comment elles ont vécu ça, on fait un bilan, on teste 1 semaine autre chose et on valide une solution finale. Et donc, sur un projet qui est aussi simple que ça, en fait, cette méthode, elle permet en fait déjà de s'assurer d'une vraie validation étape par étape du projet. Elle permet de s'assurer qu'on est hyper proche de ce qu'ont vraiment envie les personnes. Et donc, on dit souvent en design thinking, il y a 3 cercles, la désirabilité, la faisabilité et la viabilité. Tout l'enjeu, c'est que pour un projet fonctionne, il faut que ces 3 cercles soient présents. Par contre, le point d'entrée, c'est de se dire, c'est quoi le caractère désirable? Ça va être le point d'entrée du projet. Et donc, pour conclure, par rapport à votre question de combien de temps ça peut prendre, ce que je voulais donner par cet exemple, c'est que ça peut aussi s'appliquer sur tout type de projet. C'est plutôt une culture et une méthode de gestion de projet qui peut s'appliquer soit sur des projets très courts, soit sur des projets très longs, effectivement. Si on va le penser sur un projet de programmation d'un nouvel établissement, ça ne va pas du tout être le même temps. Est-ce que quelque part, vous intégrez on va dire le fournisseur, c'est en fait les capacités de l'entreprise à produire un produit? Je prends un exemple qui me vient, c'est il y a une dizaine d'années, on avait fait une étude de marché pour un grand groupe d'eau minérale, on va dire ça comme ça, et dans le brainstorming apparaît, même avec les seniors, il apparaît la notion que les seniors comprennent qu'il faut boire de l'eau minérale, enfin qu'il faudrait boire de l'eau minérale, bon, c'est la croyance, mais pas toujours la même. Et donc, en déroulant ça, il apparaît l'idée d'un pack avec 6 eaux minérales différentes du même groupe alimentaire. Euh, et ça, en fait, c'est la demande des seniors. Si on creuse là-dessus, effectivement, on va arriver à ça. Sauf qu'en fait, dans le brainstorming, il y en a un de la fabrication. Parce qu'en fait, on avait regroupé toutes les strates de ce groupe alimentaire. Et il y en a un dans le groupe alimentaire qui a dit, de la fabrication, qui a dit, mais ça, c'est pas possible, techniquement, ça, c'est pas possible, économiquement, c'est pas possible. On embouteille les eaux minérales dans les différents lieux. On peut pas aller, on peut pas on peut pas aller les ramener sur un seul lieu, c'est trop compliqué. Est-ce que quelque part, on intègre également les capacités du client, en fait, de l'entreprise qui fournit le produit? Oui, tout à fait. C'est ce que je disais tout à l'heure sur mes 3 cercles, désirabilité, faisabilité, viabilité. C'est la En fait, faisabilité. Ah, d'accord. voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne va jamais se dire, c'est pas non plus en fait aller demander ce que les usagers veulent et puis en fait faire la liste parfaite au Père Noël. À chaque fois, en fait, on est dans un contexte. Quand on est dans un établissement, il y a peut-être déjà un contexte avec un établissement qui a des ressources, pas de ressources, qui a déjà un bâtiment. Et c'est de se dire, on part de l'angle désirable,
Et c'est là où aussi les approches créatives, etc., vont nous permettre de se dire, ben, dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'on va essayer, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de mieux avec ces contraintes aussi de faisabilité et viabilité. Après, et c'est d'ailleurs pour ça que nous, au sein d'Aina, on s'est lancé sur un développement de produits en propre, c'est aussi pour avoir cette flexibilité, parce qu'effectivement, auparavant, moi j'avais eu l'occasion de travailler avec des industriels, et très rapidement, finalement, on s'apercevait qu'effectivement, il y avait, parce qu'un industriel, il a un outil de production qui est dédié, qui fait que parfois, on va arriver à des contraintes qui effectivement posent problème. Et c'est pour ça qu'au sein d'Aina, la flexibilité qu'on a d'une jeune entreprise qui travaille avec plein de fournisseurs différents, c'est aussi pour nous de pouvoir en fait vraiment partir du besoin usager et de ne pas être contraint avec finalement une typologie de matériaux, une typologie de forme, mais de se laisser un peu plus de liberté sur cette partie produit. Deuxième exemple peut-être sur lequel vous avez travaillé. Oui, l'exemple, je l'évoquais tout à l'heure rapidement, mais je peux le reprendre. On a accompagné un établissement qui était en rénovation, qui s'est dit, en fait, finalement, on va entamer notre rénovation et on aimerait... c'est un établissement qui est non sectorisé, avec une architecture assez complexe. Et ils se sont dit, on va entamer notre rénovation. Quand on se lance là-dedans, c'est quand même sur plusieurs années. Donc, essayons de penser entièrement notre projet avec la réalité de nos usagers. Et ils sont aperçus qu'ils avaient notamment une problématique liée aux repères. Donc, on a travaillé avec eux pendant... donc, c'était un gros projet. C'était un projet qui a été soutenu par la CNSA sur la question de réinventer. Donc, les repères, c'est un sens très large. Alors, je vais peut-être me concentrer sur la question des repères spatiaux, même si on a évoqué toutes les autres questions. C'est quoi les repères humains, les repères temporels? Et les repères spatiaux, en fait, la première étape, pour nous, elle a vraiment consisté à aller s'immerger dans l'établissement. S'immerger, c'est-à-dire qu'on allait pendant 2 jours vivre dans l'établissement. On a dormi dedans, on a mangé avec les résidents, on s'est fait réveiller par les veilleurs de nuit. On a essayé de vraiment se mettre à la place des usagers. Si Maryse Duval du groupe SOS Senior écoute, ce qu'elle dit souvent aux entrepreneurs, mais arrêtez de nous donner des produits qui n'ont pas été testés, venez dormir, on vous file un lit de camp et venez dormir dans nos EHPAD et vous verrez la vraie vie dans l'EHPAD. Ça va faire plaisir. Ça l'écoute, ça fait plaisir. Bonjour Maryse. Donc je partage en tout cas 100% avec vous cette approche-là. Donc, on a eu cet aspect. On a aussi, par exemple, on s'est mis dans un fauteuil roulant, on a utilisé un simulateur de vieillissement pour se dire, finalement, aussi, quand on est dans un fauteuil, quelle est la perception de l'espace qu'on a? On ne va pas voir les mêmes informations à la même hauteur, etc. On a interviewé des résidents, on a fait des groupes de travail avec les soignants, on a observé, comme je disais, par exemple, des personnes avec des troubles cognitifs. Et notamment, un des éléments qui était le plus caractéristique, c'est le trajet chambre-salle à manger commune. C'est un établissement, comme je disais, qui est assez complexe. C'est une salle à manger au rez-de-chaussée. Et en fait, chaque fois que c'est la fin du repas, c'est la catastrophe parce que tout le monde se perd et a des difficultés à retrouver sa chambre. Et donc, petit à petit, en fait, en faisant toutes ces observations, on a arrivé à plein de sous-questions et on a compris beaucoup mieux en fait ce qui se passait, la difficulté de perte des repères spatiaux. Le premier, c'est la question de la signalétique. C'est que la signalétique, c'est un premier point qui est important et ce qu'on s'est aperçu, c'est que très souvent, la signalétique a été déjà pas pensée usagée. Même si on est dans un établissement, et en fait, c'est pas à la bonne hauteur, c'est pas la bonne police, c'est pas contrasté. Parfois, on arrive dans une intersection où il n'y a plus de signalétique. Donc, très rapidement, en fait, les résidents sont complètement perdus. Et si on essaye un tout petit peu de se mettre à la place et de se dire, en fait, qu'est-ce qu'on voit quand on a une cataracte et est-ce qu'on ne pourrait pas quand même créer une signalétique qui soit plus adaptée, ça serait mieux. Ça, c'était le premier point. Puis après, le deuxième point, on s'est aperçu que la signalétique, en fait, c'est comme dans une ville. Une ville, au départ, vous arrivez dans une ville que vous ne connaissez pas, vous allez regarder tous les panneaux. Et puis, en fait, petit à petit, quand vous connaissez bien la ville, vous faites plus attention à la signalétique. Vous ne regardez plus le panneau directionnel, mais vous vous repérez parce qu'il y a des éléments qui sont marquants. Tiens, je passe devant la pharmacie, je passe
devant l'église, je passe sur une grande place. Et on s'est aperçu que finalement, dans les bâtiments, c'était la même mécanique qui se mettait en place. Et pour autant, en fait, dans cet établissement et dans plein d'autres qu'on a visités, on s'est aperçu que tous les étages se ressemblent, la structure est la même, et donc on n'arrive pas du tout à créer ce repère inconscient qui se crée. Au mieux, il y a des établissements qui se sont dit on va mettre des couleurs au mur, avec un nom. Mais en fait, on s'est aperçu que les couleurs, bon, pour certains, ça les aide, mais c'est très faible. La couleur, c'est pas assez distinctif. Si je vous dis, est-ce que vous vous rappelez de la couleur des murs du dernier hôpital où vous êtes allé? Oui, Très oui, certainement. c'était vert, hein, il y a 42 ans. Voilà, vous vous en souvenez pas. Par contre, il y a des éléments qui sont plus frappants. On va dire, ah bah tiens, je suis arrivée dans un grand hall où il y avait un grand escalier, des éléments qui sont plus distinctifs. Et donc, à partir de cette conclusion, on arrivait à se dire comment on arrive, et notamment sur ce trajet chambre-salle à manger, un des points le plus compliqués qu'on a perçu, c'était la distinction de l'étage. Parce que justement, l'ascenseur s'ouvre et les étages se ressemblent. Et donc, un des points sur lesquels on arrivait comme sous-problématique, c'était de se dire comment créer des univers qui soient réellement distinctifs en sortie de chaque étage. Donc, à partir de là, ça c'était finalement la sous-question sur laquelle on arrivait. On a imaginé plein de choses différentes. De se dire finalement on va mettre une statue différente à chaque étage, on va mettre un tableau caractéristique fort, on va mettre un animal à chaque étage. Voilà, on a eu une séance de créativité, on a testé plein de choses. On a testé pendant 15 jours, on allait mettre des tableaux à chaque étage, puis on allait interroger les résidents pour savoir ceux qui se l'étaient appropriés ou pas. Bon, attendez, dans l'établissement, si vous allez changer tous les 15 jours les objets les objets, ils allaient encore manger, je blague un peu, mais là, ils ne s'y retrouvaient plus du tout, là, je blague un Non, peu. alors, Pendant l'exercice, c'était la panique, hein, non? quand je dis tous les 15 jours, on l'a pas forcément D'accord. vraiment tous les 15 jours, effectivement, parce que sinon ça aurait été compliqué. Mais effectivement, ce que vous dites, c'est un point important, c'est que les repères, on s'aperçoit que c'est dans le temps et c'est le changement qui aussi crée le repère. Oui, bien Donc sûr. là, on a testé plusieurs choses. Et un des points sur lequel on est arrivé, donc on a testé ce que je vous disais, les animaux. Donc on a mis un étage, un oiseau et un étage des poissons. En sortie d'ascenseur. Et ça a été extrêmement fort. Et on s'est aperçu que des résidents qui avaient des troubles cognitifs très forts étaient de nouveau capables de retrouver leur étage. Et pourquoi les animaux? Alors en fait, on a pris les animaux, on pourrait mettre autre chose, mais c'était quoi la force de l'animal? L'animal, en fait, c'est que ça crée de l'empathie. Donc, qui dit que ça crée de l'empathie pour les résidents? Qui dit qu'ils vont le regarder? Alors qu'un tableau, en fait, s'il ne crée pas l'intérêt, petit à petit, on l'oublie. Ils se font dans les murs. L'oiseau qui chante quand vous sortez de l'ascenseur, on ne peut pas l'oublier. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, on s'est aperçu qu'il fallait jouer sur effectivement quelque chose de multisensoriel. Multisensoriel, c'est-à-dire que si on crée quelque chose où il y a du mouvement, où il y a du son, où il y a de la vue, et on va arriver à toucher Oui, plus de résidents. bien sûr. Parce que ceux qui n'entendent pas auront un autre sens qui sera mobilisé. Donc ça, on arrivait à des prototypes effectivement d'univers différents, un univers autour effectivement plus des oiseaux et un univers plus autour des poissons, mais tout en se disant en fait il faut aller créer des univers qui soient chaleureux. Donc on a quand même créé des vrais univers aussi qui se rapprochent d'un environnement domicile, qui donne envie et qui fait qu'on se retrouve dans des environnements qui sont agréables. Donc ça s'est traduit, du coup, la solution, elle était spatiale. Mais au-delà de l'espace, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'effectivement, en fait, en faisant cet exercice, on a dû expliquer aux résidents. On leur a dit, vous voyez, regardez-vous, vous êtes à l'étage des poissons, vous êtes à l'étage des oiseaux. Et en fait, petit à petit, on s'est aperçu aussi que finalement, quand les résidents arrivaient, très souvent, ils n'avaient aucune visite de l'établissement. Ils n'avaient aucun repère, par exemple, sur la porte-clés. Et donc, au-delà même de la partie architecturale, ça s'est transformé en une nouvelle façon d'accompagner les résidents quand ils arrivent, en leur faisant aussi visiter l'établissement et en les aidant à prendre ces repères au sein de l'établissement. Et donc, aujourd'hui,
En fait, c'est un projet qui s'est fait en amont de la rénovation de cet établissement. Ça a été terminé il y a à peu près, enfin, les prototypes qu'on a vraiment mis en place ont été terminés il y a 1 an. Donc, ça fait 1 an qu'ils existent, qu'ils fonctionnent bien. Et donc, enfin, on va dire que les équipes, les résidents ont du mal à s'en passer. Et donc là, la phase prochaine, cet établissement va commencer sa rénovation complète. Enfin, on commence là en ce moment sa rénovation complète et l'objectif, ça va être de mettre en place tous les enseignements qu'on a eus, qui soient aussi bien sur la signalétique que la création de repères long terme multisensoriels dans l'établissement. On va continuer de le faire avec toujours une approche de co-création avec les résidents. Et peut-être un dernier point sur ce projet-là, là j'en parle d'un tout petit bout en fait. On a eu plein d'autres insights, plein d'autres révélations, au-delà aussi des repères spatiaux, mais des repères temporels, etc. Et ce qui était fort, je reviens par rapport à votre remarque aussi de Maryse Duval qui disait finalement, parfois on oublie de se mettre à la place des résidents. L'élément le plus fort pour les équipes qu'on a à la fin de ce projet, c'était de se dire, en fait, même les équipes, elles se sont dit, mais nous, on oublie de se mettre parfois à la place de nos résidents. Le lieu, on commence à le connaître. La personne de l'accueil, quand Oui. on lui a parlé, elle dit, moi, ça fait 10 ans que je suis là. Donc, en fait, quand les résidents se perdent, je m'en rends plus compte. Je me dis, bon, c'est quand même pas bien compliqué d'aller à la chambre 204. Et cet exercice de transformation, de se dire si vraiment on se met à la place, on va suivre une personne pour comprendre où elle se trompe et pourquoi elle se trompe, ça a été un vrai apprentissage pour les équipes qui aujourd'hui aussi utilisent cette méthode sur tout autre type de projet qu'ils peuvent avoir. Est-ce que vous allez jusqu'à faire un lien avec le bien-être des salariés au travail, le bien-être des salariés au travail, et donc jusqu'à la baisse de l'absentéisme des salariés lorsque vous travaillez sur ce type de projet? Ouais. Alors, on n'a jamais fait de projet directement lié à l'absentéisme, mais je pense que ce sera un projet extrêmement intéressant à faire avec ces approches-là. Euh, Parce qu'effectivement, je dirais que sur une question comme pourquoi, voilà. Peut-être donner un exemple pourquoi je pose la question. Ouais. Tout à l'heure, qu'en fait, vous avez mis, vous avez mis vous avez expliqué que vous avez mis des animaux pour que les personnes aillent retourner à leur chambre toutes seules. Euh, le fait qu'elles retournent à leur chambre toutes seules, ça permet de soulager le personnel à ce moment-là. Il n'y a pas besoin de Oui, personnel pour aller ramener les personnes à leur chambre. Donc là, en fait, on soulage la tâche du personnel. Voilà, c'est une parenthèse que je voulais donner pour qu'on comprenne bien ce dont je parle. oui, je comprends. Non, mais tout à fait. Donc, pour plusieurs raisons. Effectivement, dans l'approche, effectivement, enfin, il y a plusieurs enjeux. Déjà, je dis, on va faire une recherche utilisateur. Utilisateur, c'est aussi bien résident ou personne âgée, si on n'est pas dans un établissement, que personnel. Et personnel à tout niveau. C'est-à-dire que c'est intégrer la vie de la personne qui va faire le ménage, intégrer la vie de la personne qui est le responsable technique et d'intégrer l'ensemble des parties prenantes pour bien comprendre aussi les besoins, attentes de chacun et pourquoi finalement on a une problématique, on a du mal à s'en sortir. Parce que finalement, il y a il y a différentes personnes qui ont des besoins qui s'opposent. Donc ça peut être le premier point par rapport à votre question, c'est qu'effectivement, on va toujours intégrer l'ensemble du personnel. Et effectivement, qui dit qu'on intègre aussi le personnel, qui dit qu'on va petit à petit créer des solutions qui leur facilitent la vie. L'autre élément auquel moi je crois beaucoup, c'est que dans cette méthodologie, justement parce qu'on va s'intéresser de près aux besoins des résidents et qu'on va s'insérer aussi de près aux besoins des équipes soignantes, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça valorise leur travail. Et ça, très souvent, c'est l'élément, on va dire, indirect qu'on voit, c'est que petit à petit, ça donne plus de sens aussi au travail des équipes parce qu'en fait, elles se sont remises dans une approche et une culture, finalement, petit à petit, on crée des établissements avec une culture centrée usager. Et ça, c'est hyper valorisant pour les équipes et ça crée une dynamique aussi de long terme là-dessus. Si vous avez une baguette magique complète, en fait, on vous donne les budgets que vous voulez, on vous donne le temps que vous voulez pour créer un EHPAD.
sur quoi vous allez travailler. Alors, il y a plusieurs questions derrière ma question sur ouais, qu'est-ce que d'après vous, en fait, il faudrait travailler? Qu'est-ce qui manque, en fait, de votre point de vue dans les EHPAD actuels? Et oui, puis à quoi à quoi va ressembler l'EHPAD que vous allez nous créer? C'est une bonne question, hein. Ah C'est oui, une oui, c'est une très bonne bonne question, question. justement. Voilà. Donc, vous avez budget illimité, temps illimité, tout ce que vous voulez. On travaille sur quoi? Et au final, ça aboutit à quoi? Travaille sur quoi? Moi, le premier élément sur lequel j'aimerais travailler, c'est... Enfin, il y a plusieurs éléments, mais un élément qui me vient en premier en tête, c'est sur la question des projets de vie. Parce que finalement, quand on arrive en EHPAD, la vraie question, c'est de se dire, finalement, la personne, elle arrive, elle va très souvent être là pendant parfois quelques mois, parfois quelques années pour la fin de sa vie, et de se dire, finalement, c'est quoi le projet de la personne? Et travailler avec elle ce projet, eh ben, finalement, ça va avoir un impact sur plein de choses. Derrière ce projet, ça va être de se dire, bah, finalement, ce projet, ça va se traduire par des choses spatiales. Finalement, pour cette personne, qu'est-ce qui est important d'un point de vue spatial? Est-ce qu'il faut qu'elle ait une chambre qui lui permette de ne pas seulement être une chambre, mais un petit lieu de vie où elle puisse accueillir sa famille? Euh, on va travailler, donc ça va avoir un impact sur l'espace qu'on lui crée. La phase d'après, ça va être de se dire, bah, en fait, finalement, pour cette personne, qu'est-ce qui est important aussi au quotidien? Où est-ce qu'elle tire de l'énergie? Est-ce qu'elle le tire d'une relation avec un petit groupe de pairs? Est-ce qu'elle le tire d'un échange avec des enfants? Est-ce qu'elle le tire d'une relation avec la nature? Et donc, je pense qu'en partant vraiment du projet de vie des personnes, on peut arriver à reconstruire des établissements qui ont du sens. Donc, concrètement, je dirais que d'une baguette magique, effectivement, ben, quand on construit un établissement, une première chose, c'est qu'il faut construire des espaces. Donc, oui, je pense que dans les espaces, il y a un vrai enjeu de créer des espaces qui soient euh, ouverts sur l'extérieur, en lien avec l'extérieur, qui soient des unités, ça peut être un grand établissement, mais organisé en petites unités de vie, où effectivement, dans ces petites unités de vie, on a aussi un vrai lien social qui se crée, on crée du repère, etc. Et puis, ben, une fois qu'on a construit cet établissement qui est effectivement proche d'une vie extérieure, c'est-à-dire en centre de village ou proche d'une école, etc., dans lequel on a des petites unités, et ben en fait, on va se poser la question de ce qui se passe à l'intérieur. Et ce qui se passe à l'intérieur, je pense que ça passe par deux choses, à la fois recréer du lien social, mais en allant partir des projets de vie. Et moi, je crois beaucoup au fait de se dire, ben, finalement, on pourrait, quand une personne arrive à aller développer un projet de vie sur mesure et de partir finalement le projet de vie, moi, je pense beaucoup qu'on pourrait utiliser les approches de design thinking sur le projet de vie. C'est-à-dire que ce n'est pas juste coller à la personne les activités de l'organisation, mais partir de ce qu'elle a envie et d'aller se dire, OK, cette personne, ce qui est important pour elle, c'est la littérature. Ah ben en fait, finalement, peut-être que dans l'établissement, on n'a rien autour de la littérature, mais peut-être qu'on peut faire un maillage avec une autre association du quartier ou de la ville où on est, et on va aller chercher finalement cette ressource de lien social qu'on a à l'extérieur. Donc finalement, ça va être le deuxième point, ça va être de se dire comment aussi on crée autour de l'établissement un réseau, un vrai réseau qui s'appuie sur les réseaux existants et qui permet d'aller créer de la vie, créer une certaine dynamique. Et puis, effectivement, le troisième point, c'est que je pense que euh, tout l'enjeu aussi, c'est de créer une culture complète de l'organisation, d'un point de vue notamment équipe soignante, qui soit dans cette approche centrée usager et qui est effectivement dans la façon dont elle s'organise, dans la façon dont elle accueille un résident, dans la façon dont on gère les toilettes, qui est une vraie approche de toujours se reposer la question, tiens, qu'est-ce qui est important pour la personne? On est dans une personne qu'on accompagne à la fin de sa vie, qu'est-ce qui est important en fait? Et dès qu'on se met dans ce point de vue-là, on s'aperçoit que parfois le curseur, il n'est pas tout à fait là où on le pensait.
J'ai encore plein de questions, mais il va falloir clôturer l'émission. Je vous laisse faire la conclusion. La conclusion, effectivement, on a parlé de plein de sujets. En tout cas, moi, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je pense que la crise qu'on vient de vivre du Covid nous a fait apparaître un vrai enjeu de penser autrement les lieux de vie de nos aînés. On s'aperçoit qu'il y a à la fois il y a deux enjeux, qu'effectivement on a une transformation démographique et puis voilà, de plus en plus de personnes âgées et puis un vrai enjeu de penser différemment l'accompagnement. Et je pense que pour ça, enfin, en tout cas, moi, je défends vraiment le fait d'utiliser des méthodes qui soient plus centrées usagers. Et ça peut se faire. Ce que je veux vraiment dire, c'est que ça peut se faire à tout niveau. Donc, j'ai envie d'interpeller les architectes pour se dire, ben voilà, comment, quand ils pensent leurs espaces, ils pensent usagers et usagers dans le détail. C'est-à-dire que c'est vraiment, en fait, l'exemple de l'interrupteur, c'est ça, c'est qu'effectivement, c'est ça qui va avoir un vrai impact. Comme je dis souvent, la façade n'a pas forcément beaucoup d'impact sur le résident. Par contre, le détail des finitions, il en a. Mais ça a aussi un impact sur je sais pas, un cadre de santé, de se dire, bah, tiens, aujourd'hui, comment est-ce qu'on va organiser les équipes et comment est-ce qu'on peut les penser centre usager, ou comme je disais, un exemple d'accueil. Moi, j'ai été marquée dans un établissement où ils faisaient un peu les transmissions des personnes qu'ils accueillaient. Et il y a des établissements, quand il y a une nouvelle personne qui arrive, on dit, bon, bah tiens, en fait, là, c'est une personne, on ne dit pas forcément son nom, c'est les GIR 2. Bon, bah, c'est très bien, mais voilà, on a qualifié la personne C'est à brutal, hein? C'est brutal. son niveau de dépendance. Et il y en a d'autres, et moi j'avais vu ça dans un établissement qui disait, eh ben voilà, la semaine prochaine, on accueille Madame Intel, elle a été pianiste pendant elle est depuis 20 ans à Paris et de vraiment raconter l'histoire de vie de la personne. Et je trouvais que ça créait déjà une dynamique qui était complètement différente dans la façon dont on accueillait les personnes. Donc voilà, pour conclure, voilà, je pense qu'en tout cas, ces méthodes-là, elles peuvent impacter tous les acteurs qui rayonnent autour du champ médico-social. Et je pense aussi qu'elles peuvent amener beaucoup de sens aussi à la façon dont on prend en charge nos aînés. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans une époque où tout le monde a besoin de plus de sens dans son travail. Donc, je crois beaucoup aussi au potentiel de ces approches-là. Super, merci beaucoup. Sujet hyper passionnant. Merci Florence Mathieu. Je rappelle que vous êtes fondatrice d'AINA. Le site c'est aina.io. Merci beaucoup. Merci Frédéric.